Bonjour. Merci beaucoup pour cette invitation de dialogue. Donc une des choses dont on s'est rendu compte au cours du travail collectif en anthropologie du droit, c'est qu'une chose importante pour pouvoir commencer à dialoguer, c'est déjà de dire d'où on parle, où on est enraciné. Donc voilà, donc c'est ce qu'on est en train de faire. Donc je vais vous dire un tout petit peu d'où je parle. Donc je suis à la base autrichien, mais j'ai fait la plupart de mes études en France. Et peut-être cette première interculturalité a déjà fait que je me suis pas mal posé de questions sur la structuration de notre vivre ensemble. De la manière aussi, avec des langues différentes, on ne voit pas le monde tout à fait de la même manière. Et donc ça m'a poussé au départ à faire des études de droit. Mais pas tellement pour devenir un juriste, mais plutôt pour comprendre comment la société s'organise. Et au cours de mes études, petit à petit, je me suis orienté vers le droit comparé. Et il y avait à l'époque, donc j'étais à Paris 2 Assas, il y avait la possibilité, c'est dans les années 90, un Erasmus d'1 an à Munich en Allemagne. Où j'ai donc plongé, on va dire, dans une autre manière de penser le droit que le droit français, où je me suis rendu compte qu'on avait un grand problème, en fait, à penser le pluralisme et le pragmatisme en droit. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais il y avait cette question qui commençait vraiment à émerger. Et là-dessus, donc l'année d'après, j'ai eu la possibilité d'aller étudier une année en Inde, à la Jawaharlal Nehru University, pour faire des études en MPhil en International Law. Et ça, c'était à l'époque où l'Inde n'était même pas encore ouverte au marché global. C'était juste en train de se poser la question, fallait-il s'ouvrir, ne fallait-il pas s'ouvrir? Et là, toutes ces questions de pluralisme et de pragmatisme ont été multipliées de manière infinie, pratiquement, puisque l'Inde est une société très, très, très pluraliste. Et que dans toutes les discussions qu'on avait en droit international par rapport à mes études, revenait toute la question de à quel point en fait, le droit international était du droit occidental, était appliqué de manière occidentale, et quelle place y avait-il en fait pour une vision indienne, en sachant que l'Inde c'est quand même une des grandes civilisations avec une grande histoire, plus d'1 milliard d'habitants. Donc où est-ce qu'on les entend au niveau international? Et puis je voyais qu'au niveau indien même, quid de toutes les pratiques des gens, leurs pratiques juridiques, non pas ce que le droit étatique dit, mais ce qu'ils vivent réellement. Donc ça m'a posé des gros, je dirais même conflits internes, en disant mais qu'est-ce que c'est que ce monde dans lequel une grande partie des êtres humains est exclue en fait des modèles dominants, de droit, d'économie, etc. Et donc ça m'a donné cette envie de compléter, on va dire, le droit par l'anthropologie. Le droit, c'est un peu comment organiser par le haut. L'anthropologie, c'est, comme a dit Madame Malki Benzoltan, c'est le terrain. C'est quoi les représentations des gens? Que font les gens? C'est quoi leur vision du monde? C'est quoi leur logique? Et est-ce que si on prend ça en compte, est-ce qu'on pourrait transformer la manière dont on pense le droit? Et c'est comme ça qu'en arrivant, en fait, en retournant en France, je me suis inscrit dans un master, maintenant on dirait master, à l'époque c'était un DEA d'études africaines, option anthropologie juridique et politique, dans lequel en fait j'ai cristallisé tous ces questionnements autour de la question des droits de l'homme, qui à cette époque-là était un peu remis en question par rapport à certains pays qui disaient que c'était occidental et que donc ça s'appliquait pas et que ça posait des problèmes. Et donc je me suis dit, il faut vraiment plonger dans ces questionnements. Et ça permettait, on est avant les années 2000, donc on était encore dans un horizon où les droits de l'homme étaient un peu la constitution internationale, pour le dire comme ça dans l'imaginaire. Donc la question c'était peut-on sortir d'une part d'une approche universaliste un peu peut-être oppressante, un peu rouleau compresseur, qui élimine les diversités, mais d'autre part le faire sans tomber dans un relativisme, qui serait qu'on habite là dans un archipel planétaire, chacun dans son coin, et où le droit à la différence deviendrait un peu un droit à l'indifférence. Est-ce qu'il y a une autre voie d'aborder tout ça, de manière donc déjà théorique et puis pragmatique? Donc c'est ça qui m'a mené en fait à ma thèse, qui est devenue donc un premier livre, qui était donc Droits de l'homme et dialogue interculturel. Donc j'avais fait ça au laboratoire d'anthropologie juridique de Paris avec Étienne Leroy. Mais c'est vraiment dans ce livre que j'ai posé la base un peu des enjeux du dialogue interculturel, dont on peut peut-être reparler un peu au cours de notre discussion. Et donc en fait cette interrogation initiale sur les droits de l'homme, donc penser l'unité et la diversité, nous sommes tous des êtres humains égaux, et donc si nous sommes tous des êtres humains égaux, mais quid de nos différences, parce que nous sommes très très différents, donc comment penser cette relation?
Et ça, petit à petit, donc quand j'ai terminé ma thèse dans les années 2000, ça m'a mené en fait à approfondir des questions de théorie du droit. Et je me suis retrouvé après à Bruxelles, à l'Académie européenne de théorie du droit, où j'ai enseigné pendant un certain temps, et où j'ai exploré les questions de comment repenser en fait un droit de manière plus interculturelle. Et c'est à ce moment-là, vers 2000, qu'on est passé de représentation prédominante en termes de gouvernement et de pyramide à ces notions de gouvernance et de réseau. Et là, tout d'un coup, donc, c'est la notion de participation, de responsabilité, responsabilisation des acteurs qui est devenue très, très, très importante. Et donc, en fait, ça a permis de repenser en fait, les problématiques de manière un peu différente en disant, bon, par rapport à ce nouvel horizon qui émerge, comment penser, et puis le développement durable, qui devenait de plus en plus, on va dire, à la mode à ce moment-là, comment repenser gouvernance, développement durable de manière interculturelle pour voir comment on peut vivre ensemble de manière plus responsable et solidaire. Et donc, d'un point de vue personnel, ça m'a mené à un autre petit ouvrage qui était le droit au miroir des cultures pour une autre mondialisation. Et ça m'a fait prendre conscience, donc tous ces ouvrages individuels étaient l'émergence aussi d'une dynamique collective. On ne peut pas travailler sur des questions interculturelles dans sa tête tout seul. Il faut dialoguer vraiment avec des gens de cultures différentes, avec des points de vue différents. Et donc j'ai pendant des années animé en fait des dynamiques de recherche internationale sur ces questions, donc avec des chercheurs vraiment des 5 continents, et où nous avons essayé d'interroger la question de droit, gouvernance et de développement durable avec des points de vue chinois, africains, brésiliens, d'Amérique du Nord, pour ouvrir en fait nos représentations. Et ce dont je me suis rendu compte dans ce travail, c'est un peu, je vous rejoins par rapport à votre présentation tout à l'heure, c'est le côté humain qui est fondamental. Et quand on essaye de dialoguer véritablement à un niveau personnel, ça peut être très difficile, parce que ça remet en cause en fait nos propres présupposés, nos propres fondements. Donc ça peut être une expérience existentielle difficile. Robert Vachon, une des personnes que j'aimais beaucoup, de l'Institut interculturel de Montréal, disait le dialogue interculturel est crucifiant, mais libérateur. Mais il y a aussi le côté crucifiant. Et pas uniquement de manière individuelle, mais aussi de manière collective. C'est très très difficile de se faire entendre quand les choses ne veulent pas changer, et aussi d'avoir des approches qui sont interdisciplinaires, interculturelles. Vous ne rentrez plus dans les cases qui existent. Donc ça commence à devenir parfois un peu compliqué. Et donc j'ai commencé à me rendre compte du lien entre la nécessité de dialogue et un certain courage, on va dire. Le fait, est-ce qu'on ose s'engager dans certaines alternatives? Est-ce qu'on ose porter un certain nombre de projets? Est-ce qu'on ose mettre en avant l'importance d'écouter, de réfléchir, d'aborder la complexité des choses? Et donc, je passe sur les autres, mais donc les 2 derniers ouvrages que j'avais écrits, c'était Oser le plurivers. On habite de plus en plus dans un plurivers, donc le pluralisme était toujours présent, mais maintenant en fait il est exacerbé, mais ça fait peur. Et on le voit aussi dans les politiques, quand on regarde dans les différents pays du monde, il y a des crispations identitaires, il y a toutes sortes de peurs qui sont en train de remonter parce qu'on est confronté, qu'on le veuille ou non, au pluralisme, qui peut être une richesse par ailleurs, mais c'est aussi difficile. Et collectivement, ça nous a mené sur un petit ouvrage donc sur le courage des alternatives, dans le sens, oui, ok, quelles sont les alternatives au niveau économique, social, juridique, culturel, politique, mais qu'est-ce que ça implique si on veut les mettre en œuvre? Et donc tout ça pour terminer, donc ça c'était le côté plus, on va dire, académique, mais qui est parti en fait d'un sentiment profond de vouloir comprendre l'être humain dans sa diversité, et de voir comment on peut vivre ensemble harmonieusement et en paix. Pour moi personnellement, la paix est extrêmement importante. Et donc, suite à la crise financière de 2008 et tout ce qui s'en est suivi, en fait, j'ai plus réussi à partir de 2012 d'avoir des financements en fait pour pouvoir continuer à travailler dans cette voie dans le milieu académique. Et donc, j'en ai profité pour me réorienter sur quelque chose qui maintenant me paraît extrêmement lié, mais qui est différent. C'est d'approfondir en fait les arts internes chinois et indiens et de les partager. Et je me suis rendu compte, donc je terminerai là-dessus ma petite présentation, que le dialogue en fait avec l'autre, comme il nous interpelle, nous amène en fait à un dialogue avec nous-mêmes.
hein, de commencer à se rendre compte de ses propres présupposés, de ses propres ancrages, de se prendre compte aussi de sa propre originalité. Et en même temps, petit à petit, ce dialogue s'ouvre avec un dialogue en fait avec ce que j'appelle l'environnement, puisque à chaque fois quand on fait quoi que ce soit, on habite quelque part, on est en relation avec la nature qui nous environne. Et les pratiques qui me permettaient par exemple de me centrer quand j'étais exposé à différentes cultures, c'était le fait de méditer, d'avoir ce genre de pratique qui m'ancrait, qui m'asseyait. Et ces pratiques nous ouvrent à nouveau en fait au monde naturel autour de nous. C'est la troisième dimension, dialogue avec les autres, avec soi-même, avec la nature. Et puis comme je l'ai indiqué là un tout petit peu, certaines pratiques par exemple de méditation et au-delà. Je ne vais pas mettre de nom là-dessus, mais cette autre dimension. Et en fait, c'est en avançant petit à petit que je me suis rendu compte à quel point donc, l'anthropologie du droit, le yoga, le tai chi, donc des choses qui pouvaient paraître complètement disparates, en fait, pour moi, font très, très, très profondément partie en fait, de la même démarche qui est une démarche de paix, hein, de s'harmoniser, de s'ouvrir, tout en restant centré et de trouver sa place dans la belle symphonie qu'on est tous en train de jouer ensemble, si possible.